Alors je vais juste appeler les intervenants de notre première table ronde à venir me rejoindre. Et Anne-Cécile Bras, notre animatrice. Donc face au défi de l'agriculture et de l'alimentation, quel est le rôle du commerce équitable? On rentre un peu plus dans le concret. Juste pour vous dire que on va vous donner la possibilité évidemment de poser des questions, mais on va fonctionner avec un numéro de téléphone par lequel vous allez pouvoir envoyer vos questions. C'est un numéro qui n'est pas surtaxé, évidemment. Il va s'afficher à l'écran au moment voulu. Il est là. On l'affichera tout à l'heure. Il est aussi sur les côtés, sur les murs. Voilà, donc c'est de cette manière que vous allez pouvoir poser vos questions. On ne va pas pouvoir toutes les prendre. On en sélectionnera malheureusement parce qu'on est un petit peu serré niveau timing. Et puis on vous fera aussi voter sur des propositions qui émanent des intervenants de nos tables rondes. Et on vous les présentera à l'issue de cette première table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous allons donc débuter cette première table ronde. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites déjà. Il y a un paradoxe qui a été évoqué qui, moi, me choque toujours énormément. C'est qu'en effet, sur les 821 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, les 3/4 sont des paysans. En France aussi, hein, vous le savez, le constat est sévère puisque selon les derniers chiffres de l'INSEE, 18% des membres des familles agricoles vivent sous le seuil de pauvreté. Et ces chiffres ne se sont pas améliorés depuis 10 ans. La pandémie a même aggravé bien des situations, mais les pires menaces, ça a été aussi évoqué ce matin, ce sont les changements climatiques et la dégradation de la biodiversité. Alors oui, c'est vrai que le secteur agricole émet 1/4 des émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais comme ça a été expliqué par Lola de l'IDRI tout à l'heure, c'est vrai que des systèmes de production résilients et capables de séquestrer du carbone existent. Alors à travers ce rapide tableau entre ce que je viens de vous dire et ce qui vous a été dit avant le début de notre table ronde, c'est vrai qu'il paraît évident qu'il faut repenser nos systèmes de production et l'organisation des filières. Alors le commerce équitable fait partie de la réponse, mais de quelle manière et comment le faire changer d'échelle, c'est ce dont nous parlons tout de suite avec nos invités que je vous présente. Donc Christophe Audouin, qui est directeur général de l'entreprise Les Prairies Bio. Issaka Somandé, qui est directeur de la coopérative Ton Avenir en Main, qui regroupe 2500 producteurs au Burkina Faso, et vous présidez aussi la plateforme nationale du commerce équitable au Burkina Faso. Entre vous deux, Karine Viel, vous êtes directrice du développement durable et de la RSE chez Monoprix. Arthur Gauthier, à ma droite, qui est agronome, et vous suivez les organisations paysannes en Afrique de l'Ouest, en Haïti aussi, en France pour Éthicable. Et en visio avec nous, voilà, on le voit apparaître derrière nous, qui nous surveille du coup, tout d'un coup, c'est impressionnant. Sergi Corbalan, qui est directeur exécutif donc, du Fairtrade Advocacy Office. Alors on va dans un premier temps essayer de voir en quoi le commerce équitable répond, comme ça a été dit rapidement ce matin, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, aux enjeux sociétaux et environnementaux que j'évoquais en introduction. Alors Arthur Gauthier, on va débuter avec vous. Chez Éthicable, il y a des prix plus élevés pour les producteurs avec des contrats à long terme, des collectifs de producteurs organisés, mais avec quels résultats ? Eh bien oui, on porte une démarche de commerce équitable exigeante. La pierre angulaire, c'est évidemment le prix, un prix rémunérateur, un prix basé sur des coûts de production, qui a des impacts non négligeables évidemment sur les conditions de vie des producteurs, mais aussi Pardon ? Voilà. Mais aussi sur la mise en œuvre d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Je pense que l'exemple médiatiquement le plus parlant actuellement, c'est le cacao, qui est mis en avant pour son rôle dans la déforestation en Afrique de l'Ouest. Ce qui est parfois mis un peu sous le tapis, c'est qu'avec le prix actuel qu'on a sur le marché mondial du cacao, le seul modèle qui est viable pour des producteurs en Afrique de l'Ouest, c'est le modèle actuel de couper la forêt, donc bénéficier d'une terre extrêmement fertile,
pratiquer de la monoculture extrêmement intensive et aller couper la forêt plus loin 20 ans plus tard quand la terre est épuisée. Ouais, pardon. Ouais, pas l'habitude. Donc, je disais, on ne vous entend pas, alors c'est un peu contre-productif. Oui, pardon. Je disais l'exemple médiatiquement le plus représentatif de l'effet d'un prix très rémunérateur actuellement, c'est le cacao, responsable d'une grande partie de la déforestation en Afrique de l'Ouest. Actuellement, avec le prix de marché qu'on connaît sur le cacao, la seule façon de cultiver qui permette à des producteurs de vivre, et pas dans des conditions exceptionnelles, c'est le système où on coupe la forêt, on bénéficie de la rente de la terre fertile qu'il y a sous la forêt. On fait de l'agriculture extrêmement intensive et on déménage 20 ans plus tard quand la terre est fatiguée. Sans un prix réellement rémunérateur, il n'y a pas de possibilité de mettre en place un système véritablement agroécologique avec de l'agroforesterie en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Ça donne moins 80% de forêt en Côte d'Ivoire, par exemple. Et là, un prix rémunérateur est le levier principal, le levier majeur pour pouvoir mettre en place un système alternatif avec un cycle de la fertilité, un système réellement durable qui permette de lutter contre cette déforestation. Christophe Audouin, vous travaillez avec 50 éleveurs bio. Comment est-ce que vous leur garantissez un revenu décent dans ce secteur extrêmement compétitif ? Oui, bonjour à tous. Déjà, je voulais dire que j'étais vraiment éclairé par l'intervention de M. Dutilleul ce matin. J'aurais pas perdu ma journée, quoi qu'il advienne. Relocalisation. Voilà. Ouais, sur la précision, l'ancrage territorial. Merci. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire cela et pour quelles raisons ? Les agriculteurs en général, on l'a vu ce matin, sont à la fois parfois jugés comme les premiers responsables du dérèglement climatique, et ils sont aussi, d'autre part, les victimes du dérèglement climatique. Et même en Normandie, où sont nos 50 éleveurs, ils peuvent être amenés à souffrir des aléas climatiques. Nous, depuis maintenant 15 ans, on développe un cahier des charges et des projets filières qui visent à améliorer les pratiques. Et dans ce cahier des charges beaucoup plus rigoureux, nos éleveurs sortent leurs vaches au moins 220 jours par an dehors. Et il y a 10 ans, quand on a commencé à parler de ça avec eux, ils sortaient leurs vaches un certain nombre de jours dans l'année et ils les rentraient l'hiver. Depuis quelques années, alors cet été a été l'exception, ils rentrent leurs vaches l'été en Normandie. Parce que les sécheresses et les chaleurs sont trop importantes pour les vaches. Donc, on s'est lancé dans évidemment une démarche de structuration de filières en certification agriculture biologique et très vite, on s'est rendu compte que, d'abord et d'une, pour pouvoir garder nos éleveurs et préparer la relève, il fallait, et puis aussi pour pouvoir leur permettre de développer les pratiques très exigeantes en bio, et si on veut aller encore plus loin en bio, il faut encadrer cela. On s'est dit que la deuxième jambe d'une démarche de durabilité en agriculture, même en France, même en Normandie, c'était d'associer systématiquement l'agriculture biologique à la certification en équitable. Pourquoi ? Parce que la certification en équitable, même France, parce que ce sont les mêmes principes que le Nord-Sud, donne un encadrement, une sécurisation, une vision long terme, des moyens via les fonds filières qui permettent à nos agriculteurs, en les accompagnant, avec la mise en place évidemment d'une section agricole qui donne la possibilité à l'organisation de producteurs de reprendre le pouvoir sur le choix des projets de structuration de filières, permet à nos agriculteurs du coup de se lancer dans des démarches d'amélioration de leurs pratiques sur le long terme qui ne sont pas interrompues, comme par exemple en ce moment on est en train de le vivre, une certaine forme de crise du lait bio, puisqu'on le sait tous, il y a un déséquilibre entre la fameuse offre et la demande dont on parlait encore ce matin. Et la certification en équitable permet justement aussi de tamponner ces moments de déséquilibre structurel entre l'offre et la demande. Et en le tamponnant, donne les moyens à nos éleveurs de se lancer sur du long terme, sans des stops, dans des démarches d'amélioration et évidemment d'amélioration de la rémunération, bien sûr, des exploitations et des agriculteurs. Issaka Somandé, vous dirigez, je disais, la coopérative Ton Avenir en Main qui regroupe 2500 producteurs et productrices au Burkina Faso qui produisent des mangues, de l'anarcade, du sésame, du moringa, des amandes de karité. Vous présidez également cette plateforme burkinabé du commerce équitable qui réunit combien de coopératives aujourd'hui ? Merci.
Il faut dire que la plateforme nationale du commerce équitable Burkina Faso, créée en 2010 avec la volonté de pouvoir s'unir pour pouvoir évoluer ensemble, elle regroupe aujourd'hui, nos jours, 34 coopératives membres et plus de 64 000 membres individuels. Il faut dire que ces coopératives sont en majorité certifiées bio-équitables. Les 70% des coopératives membres de la plateforme nationale du commerce équitable du Burkina Faso sont certifiées bio-équitables. Et alors, les conséquences du changement climatique, on en parlait pour les éleveurs en Normandie, mais enfin, au Burkina Faso, elles sont aussi très prégnantes. Oui, il faut dire que c'est une réalité interplanétaire. Aussi, les producteurs du reste du monde subissent ces changements climatiques et les producteurs du Burkina Faso aussi subissent la même chose. Il faut dire que ce changement climatique a un impact très négatif sur le rendement de notre production et surtout sur l'appauvrissement du sol. Oui, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la désertification. C'est que les sols qui s'appauvrissent à cause des sécheresses et des inondations qui s'enchaînent. Oui, et il faut dire que les problèmes que rencontrent les producteurs, c'est aussi un phénomène causé par la nature et aussi un phénomène causé par l'homme. Il y a une désertification intensive des sols et cela est dû au mode de production et à la montée galopante de la démographie. Mais est-ce que du coup les producteurs qui sont engagés dans le commerce équitable s'en sortent mieux et si oui, pourquoi? Il faut dire que avant de répondre à votre question, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, un producteur qui me disait ceci, Isaka, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit que je vais te dire aujourd'hui. Est-ce que tu sais que grâce à vos actions, j'ai augmenté ma surface et j'ai créé un nouveau verger de mangue. J'ai incité d'autres producteurs à créer de nouveaux vergers de mangue. Je lui ai demandé pourquoi. Il me disait, avant le commerce équitable, avant que je ne rentre dans le commerce équitable, j'étais prêt à décimer tous mes manguiers parce que je n'avais pas de marché. Je n'avais pas de marché, je n'arrivais pas à vendre. Donc, j'avais décidé de couper ces mangues et mettre d'autres spéculations. Mais heureusement, depuis que vous avez mis en place votre unité de production, de transformation de mangue bio-équitable, j'ai vu ma mangue plus rentable pour moi. Et ça m'a permis de tout écouler et ça m'a permis de pouvoir suffire soit un temps peu à mes besoins. Et il y a des producteurs qui ont vu cet exemple, qui ont vu ce que je gagne et ils se sont lancés dans la production de mangue. Moi aussi, j'ai pu mettre en place un autre verger. Donc, il m'a fait savoir que c'est grâce au commerce équitable qu'il s'est en sorti. Mais les autres producteurs qui n'étaient pas dans le commerce équitable, qui ne vendaient pas sur le marché équitable, n'avaient pas les mêmes avantages, n'avaient pas les mêmes revenus que lui. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que les producteurs engagés dans le commerce équitable s'en sortent mieux. S'en sortent mieux, pas seulement économiquement, mais socialement. Et aussi, ces derniers contribuent à l'amélioration des conditions de vie, pas seulement pour leur famille, de toute la communauté, et aussi contribuent à l'amélioration de notre environnement. Et vous appuyez plus particulièrement les jeunes et les femmes. Rapidement, quelques mots peut-être sur ces initiatives. Oui, et comme le veut les principes du commerce équitable, nous travaillons et nous appuyons les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes, je prends l'exemple de l'unité de transformation de l'association TON, qui emploie plus de 200 femmes pendant une période de 6 mois. Et cela est un moyen pour lutter contre la pauvreté. Et quant aux jeunes, aujourd'hui, beaucoup de jeunes migraient vers la Côte d'Ivoire à la recherche du bien-être. Mais avec le marché du commerce équitable, surtout au niveau du sésame que nous avons pu avoir, ça a valorisé la fonction d'agriculteur. Et cela a attiré les jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la production agricole parce que
avec la production agricole, ils arrivent à gagner leur vie. Et en plus de cela, avec la prime équitable que nous gagnons grâce au commerce équitable, nous développons des programmes de formation et de protection des jeunes et des enfants. Merci beaucoup. Alors, le travail avec les producteurs est essentiel, évidemment, mais le rôle en bout de chaîne aussi. Le rôle des distributeurs est fondamental. Karine Viel, Monoprix a plutôt la réputation d'être un bon élève, on va dire, dans ce domaine. Vous avez misé sur le commerce équitable dès le début des années 90. Et aujourd'hui, vous avez largement développé l'offre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors oui, Monoprix s'est engagé dans le commerce équitable en 98, j'ai regardé les chiffres, donc c'est plutôt fin des années 90, mais c'était quand même pour la grande distribution généraliste assez tôt. Monoprix était la première enseigne généraliste aussi à proposer des produits bio en 90. Et en fait, c'est un peu comme ça que notre démarche développement durable a commencé. C'est vraiment en se disant, on veut demain proposer des alternatives responsables à nos clients, leur expliquer pourquoi les produits équitables, pourquoi les produits bio sont importants. Et sur toutes les catégories de produits, leur proposer cette alternative responsable. Donc c'est comme ça que l'histoire a démarré, sur des produits initialement peu transformés, donc café, cacao, riz. Et c'est vrai que c'est notre rôle en tant que distributeur, on est assez convaincu que l'offre crée la demande et qu'en fait il faut proposer ses clients, faire la pédagogie de ces sujets. Et c'est vrai que nous, étant en bout de chaîne et en contact direct avec le client final, on a cette responsabilité-là. Et depuis 4 ans, depuis 2018, on a un peu changé de braquet sur ces sujets-là, en fait, en sortant de cette logique de niche et en massifiant en fait le commerce équitable. Depuis 2018, toutes les bananes qui sont vendues chez Monoprix sont à la fois bio-équitables. Donc en fait, c'est plus une alternative qu'on propose, mais on a fait basculer l'entièreté de l'offre. En 2019, on a fait ce travail sur les tablettes de chocolat à marque Monoprix. 100% des tablettes de chocolat à marque Monoprix, Monoprix Bio, Monoprix Gourmet, donc on a plusieurs marques propres, sont certifiées Max Havelaar. Donc voilà, c'est plus une option B, un plan B, c'est vraiment tout le rayon, enfin en tout cas des produits à nos marques qui est transformé. On l'a fait en 2020 sur le café Arabica. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire que c'était fait aussi à 100% en 2021 sur le thé et les infusions, mais c'est en cours. Voilà, donc en fait l'idée c'est vraiment de passer de cette logique de niche à cette logique de mainstream sur les catégories de produits sur lesquels on considère que les enjeux sont trop importants et que finalement on laisse même plus le choix. Enfin voilà, le responsable, l'équitable n'est plus une option aujourd'hui sur nos produits. Et vous disiez que donc pour faire ça, vous avez, vous misez vraiment sur la traçabilité de la filière qui est garantie par les labels. Pour vous, c'est vraiment là-dessus que vous vous appuyez. En fait, c'est vrai que, évidemment, le commerce équitable, on pense tout de suite juste rémunération des producteurs, conditions de vie décentes, et on a vu les impacts importants sur le terrain. Je pense que les consommateurs connaissent moins bien les sujets environnementaux liés au label, parce qu'on a moins communiqué dessus, mais c'est important de le dire. Et puis, globalement, il y a souvent la double certification sur à peu près 400 références équitables chez Monoprix en 2020. Il y en avait 300 en alimentaire. Il y en avait 300 qui étaient bio et équitables, donc la double certification. Donc il y a ce volet environnemental. Et en fait, on voit aujourd'hui, demain, et on en a parlé, quand on a parlé relocalisation, lieu de production, traçabilité, on voit bien qu'aujourd'hui, et les lois dont on a parlé, les enjeux de déforestation importée auxquels on a fait référence tout à l'heure, vont nous obliger, nous, acteurs, alors industriels, distributeurs, à s'engager pour mieux savoir d'où viennent les produits qu'on commercialise ou qu'on fabrique. Et notamment, par exemple, dans le cadre de l'initiative Cacao, demain, on va devoir savoir, par satellite, visualiser la parcelle qui a produit le cacao qui est à l'intérieur des tablettes Monoprix. Et en ça, je pense que les labels de commerce équitable peuvent être une réponse pour nous aider à faire ce travail-là de traçabilité et de localisation, relocalisation. On va partir à Bruxelles, où est donc Sergi Corbalan. Donc votre bureau à Bruxelles. Bonjour, vous êtes avec nous, Sergi Corbalan? Oui, je suis là. Vous êtes là. Ah, formidable. Donc votre bureau à Bruxelles dirige le mouvement de plaidoyer politique en faveur du commerce équitable au niveau de l'Union européenne.
on comprend bien pourquoi vous êtes basé à Bruxelles. Alors, quels sont les arguments que vous mettez le plus couramment en avant ? Merci et d'abord, donc merci de l'invitation et désolé de ne pas pouvoir être là. Donc, notre bureau, en fait, a été mis en place en 2004 par les différents réseaux internationaux et européens du commerce équitable. Et en fait, on part de la base que notre ambition comme mouvement social est que tout le commerce soit équitable. Et pour ceci, les organisations de commerce équitable autour du monde ont déployé plusieurs stratégies, les labels étant une, la sensibilisation citoyenne, des campagnes politiques, le soutien aux producteurs et aussi le plaidoyer politique. Parce qu'en fait, on est de l'avis que le marché ne va pas arriver, en fait, à rendre tout le commerce équitable. Et donc, on considère que l'État a un rôle très important à jouer. Pour ceci, on promeut donc des politiques publiques au niveau de l'Union européenne qui exportent les principes du commerce équitable dans le mainstreaming. Par exemple, on a fait un plaidoyer avec d'autres pour promouvoir l'adoption des règles au niveau européen contre des pratiques commerciales déloyales qui interdisent, par exemple, des pratiques comme changer les conditions des contrats entre fournisseurs et acheteurs, changer unilatéralement les conditions, faire payer des promotions aux producteurs, aux fournisseurs, etc. Donc, on essaye d'exporter les principes pour qu'elles deviennent la norme graduellement, mais on promeut aussi des politiques publiques qui, en fait, renforcent les alternatives. Parce qu'on est convaincu que le changement n'est pas linéaire et pas tout le monde va à la même vitesse. Et donc, on peut pas attendre au mainstreaming. Entre-temps, des principes équitables, il faut aussi promouvoir des environnements de politique publique qui soutiennent en fait les filières plus vertueuses et qui vont nous aider à arriver plus vite à la transition écologique, socialement responsable qu'on essaie de promouvoir. Et puis, il faut s'adapter aussi à l'évolution de la législation. La Commission européenne a proposé la semaine dernière un règlement pour lutter contre la déforestation importée. Alors, pour vous, ça va dans le bon sens, mais il faut faire attention aux conséquences de ce type de règlement sur les producteurs. Exactement. Nous soutenons clairement la stratégie de l'Union européenne contre la déforestation et une partie de cette stratégie est, comme vous dites, une proposition législative qui va être discutée maintenant entre le Parlement européen et le Conseil. Le ministre de l'Agriculture en a parlé dans son discours. C'est une priorité de la présidente française de l'Union européenne l'année prochaine. Et alors là, je vous demande, travaillons ensemble pour nous assurer que les détails de cette législation, et pas seulement la législation, mais les mesures d'accompagnement, vont en effet aider à lutter contre la déforestation, mais surtout, il est très important que le prix ne soit pas porté que par les plus faibles, en fait, dans les filières. Donc, il est important de soutenir la législation qui ait toutes les mesures complémentaires et des partenariats avec les pays producteurs pour soutenir les petits producteurs, en fait, à remplir toutes ces nouvelles exigences qui vont être adoptées au niveau de l'Union européenne. Merci. Alors, du coup, avec tout ce qu'on dit depuis ce matin, on se dit, mais finalement, pourquoi est-ce que toutes les filières ne sont pas 100% commerce équitable, puisque c'est si vertueux. Donc, il y a des freins, évidemment, au développement du commerce équitable. Alors, on va en parler maintenant. Quels sont ces freins et comment les lever? Issaka Somandé, au Burkina Faso, pourquoi est-ce que tous les producteurs ne sont pas au commerce équitable? D'abord, il faut dire que qui dit commerce équitable dit bien-être économique et respect des droits humains. Il faut dire qu'au Burkina Faso, beaucoup de producteurs veulent être commerce équitable, comme on le dit, mais les freins existent. Le premier frein, c'est le marché. C'est le marché, parce que chez nous, il y a même des producteurs qui étaient certifiés commerce équitable, mais par manque de marché, ils n'ont pas pu vendre sur le marché équitable, donc ils se sont retirés. Donc le gros frein commerce au niveau du Burkina Faso pour les producteurs, c'est surtout le marché.
C'est-à-dire avoir accès au marché, savoir trouver la filière, les débouchés. Oui, surtout ça. Avoir accès au marché pour pouvoir vendre sur le marché équitable. Donc ça, c'est une question de quoi, d'organisation, d'accès à l'information. Oui, il y a l'accès à l'information, mais il y a que il faut dire que le marché, pour le moment, le commerce équitable, c'est nord-sud. Et nous disons qu'il faut faire un travail au niveau du nord pour que les acheteurs puissent venir vers les producteurs au niveau du Burkina Faso, mais aussi faire un travail au niveau des consommateurs. Alors Arthur Gauthier, vous dites qu'un des freins, c'est la concurrence qui est biaisée et le difficile accès au marché européen, c'est aussi quelque chose que vous constatez? Et bien oui, la concurrence qu'on pourrait qualifier de biaisée, on en a parlé sur le cacao, on en a d'autres exemples au Burkina par exemple sur l'anacarde, où on va avoir l'anacarde, la noix de cajou, où l'essentiel est décortiqué dans des immenses usines, dans des conditions sociales absolument déplorables. Donc une concurrence biaisée de ces produits qui ne payent pas pour leurs externalités négatives, c'est quelque chose de connu, de classique. Et en plus de ça, sur du commerce équitable, on a un coût de certification, on a des lourdeurs, du travail en plus. C'est une marge quand même importante, surtout quand on est en double certification bio et équitable. C'est un travail important pour les coopératives pour accéder ne serait-ce qu'au papier pour avoir le droit de vendre en commerce équitable. Donc ça, c'est un frein majeur. Et par ailleurs, l'accès au marché européen, dans notre cas, qui est de plus en plus complexe, avec toutes les barrières, les freins qui sont nécessaires pour éviter d'importer des produits de mauvaise qualité, pour lutter contre la déforestation et tout. Nous, on constate que c'est bien souvent les petits producteurs, les organisations de petits producteurs qui connaissent moins les règles, qui sont moins outillés pour les respecter, qui sont défavorisés. Les grands groupes, les importateurs, qui sont souvent des filiales de grands groupes européens, eux, ils savent très bien comment s'adapter, comment respecter les nouvelles mesures. Les petits producteurs, s'ils ne sont pas accompagnés, on en voit qui perdent l'accès au marché européen à cause de ces nouvelles mesures. Par manque d'accompagnement, par manque de connaissances. Et ça, c'est un frein aussi également. Christophe Audouin, pour vous, le frein principal, c'est du côté des distributeurs? Oui, pour ce qui est des enjeux en France, je pense que de nombreux transformateurs, effectivement, aujourd'hui, n'osent pas se lancer dans une démarche de certification équitable et de contractualisation équitable avec leur filière, par crainte de ne pas pouvoir préserver la valeur créée par cette relation avec leurs clients. Et je pense que si on veut changer d'échelle et lever ce frein-là, il faut être un peu utopique. Alors certains le font déjà. Nous, on a l'idée qu'on a inspirée de Biocop, qui fait ça déjà à son niveau sur la partie réseau spécialisé. C'est d'être un peu utopique et de rêver d'avoir un contrat miroir, une certification miroir à celle qu'on a avec l'amont, avec l'aval. Parce que, évidemment, nos clients encouragent le développement du commerce équitable par la commercialisation, comme le fait très bien Monoprix. Mais ce n'est pas suffisant. Egalim 2 va dans ce sens-là également, puisqu'il vise à préserver la vraie valeur des matières premières agricoles, d'être sur les coûts de production. Et on voit bien qu'on est sur des choses en commun avec le commerce équitable. Mais on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On pense on rêve d'une certification équitable transformateur-distributeur qui pourrait être mis entre les mains d'organismes certificateurs. Et de ce fait, il y a l'idée, bien sûr, d'être engagé sur du long terme, d'être très transparent sur les coûts de production, sur la variation des cours également, puisque les deux interviennent dans la fixation du prix pour le lait. Et puis surtout, chose qui est fondamentale et qu'on ne trouve pas encore dans Egalim 2, et qui est un des points super importants de la certification de la contractualisation équitable, c'est ce fameux fonds filière, qui n'est pas protégé aujourd'hui par Egalim 2. Et ce certifié équitable entre transformateurs et distributeurs permettrait également de sécuriser ce fonds filière, voire même, rêvons un peu, d'inviter les distributeurs à nos sections agricoles pour qu'ils soient témoins en toute transparence des programmes qu'on développe, qu'on co-décide avec nos organisations de producteurs et sur lesquels les distributeurs peuvent avoir à un moment un droit de regard. Et ça vise évidemment à développer la confiance et le travail sur le long terme d'une relation équitable. Ouais.
Karine Vielle, justement, en tant que distributeur, pour vous, quels sont les freins à avoir plus de produits issus du commerce équitable chez Monoprix ? En fait, alors encore une fois, nous, on a fait le choix de cette bascule sur les catégories de produits qui nous paraissaient, dont les enjeux nous paraissaient les plus importants. Aujourd'hui, ce qui freine, c'est le manque éventuellement de demande de la part de nos clients, d'où le travail de pédagogie qu'il faut continuer à faire, on le disait. Nos clients aussi, de plus en plus, là en ce moment, ils boudent un peu, même les produits bio, parce qu'ils veulent se tourner vers des produits locaux. Donc en fait, leur expliquer les différents enjeux que on peut faire de l'équitable local, et que local ne veut pas forcément dire responsable. Enfin bref. Vous fassiez des petits flyers pour Monoprix. Mais en fait, on voit qu'il y a un glissement des attentes vers du local, et peut-être toute l'imagerie que nos clients mettent autour du local. Donc on lance des gammes de fruits et légumes avec une coopérative qui s'appelle Univers là cette année, sous la marque Monoprix Bio Origine, qui vont être des produits certifiés bio-équitables en France. Donc en fait, mais je rejoins Christophe sur cette nécessité de travailler ensemble de façon multi-acteurs. Nous, c'est vrai qu'on est en bout de chaîne. Jusqu'à présent, on s'est beaucoup appuyé sur Max Havelaar en tant que partenaire pour développer ces offres équitables, en tout cas à nos marques. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui aller au-delà, de réfléchir à ce qu'on peut faire en France ensemble avec nos fournisseurs industriels. Parce que, et dans le cadre de démarches de filière, comme je faisais référence sur le cacao, cette initiative cacao durable, on voit bien qu'on n'y arrivera pas seul. En tout cas, nous, en tant que distributeurs, c'est sûr. Et qu'on est un peu en bout de chaîne. Donc, c'est hyper important de travailler avec tous les acteurs de la filière réunis. Et finalement, encore une fois, on veut aller vers des justes rémunérations. On veut aller vers des meilleures pratiques agricoles. On veut aller vers plus de traçabilité. Et les labels de commerce équitable sont des outils qui doivent nous permettre tous collectivement de répondre à ces enjeux-là. Et est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs de la grande distribution ? Est-ce que vous vous réunissez entre vous pour essayer de voir comment, je sais pas, c'est une idée comme ça, mais comment développer ce type, par exemple, il y a une concurrence féroce, je sais bien, mais... En fait, alors on se parle sur beaucoup de sujets, notamment environnementaux, mais c'est vrai que tout ce qui touche à l'offre, c'est un peu un domaine de concurrence entre enseignes, et finalement, c'est les sujets sur lesquels on échange le moins. Étonnamment, on échange beaucoup plus sur la gestion des déchets, sur les problématiques de transport. On cherche de la mutualisation sur ces sujets-là qui ne sont pas des sujets de compétition. Les sujets d'offres entre enseignes, on a plus de mal à les travailler, d'offres responsables, parce que c'est un facteur de... Mais allez-y, créer de la concurrence et de la compétition sur l'équitable. Je pense que tout le monde sera content dans la pièce. Il y a une simulation qui se fait aussi. N'hésitez pas, en tout cas. Alors, Serge Corbolan, vous dites qu'en fait, il y a un manque d'incitation de la part des institutions européennes pour développer le commerce équitable. Oui, et pour généraliser l'analyse, je trouve que c'est le cas au niveau de l'Union européenne, mais que ça reflète en fait le manque de soutien explicite aux alternatives de commerce équitable dans beaucoup de pays. Il y a quelques pays ambitieux. Je pense que la France, c'est clairement un cas où il y a une protection du périmètre, comme Julie, et des politiques publiques de soutien, et c'est super. Il y a d'autres pays dans d'autres continents comme l'Équateur, comme le Pérou, qui ont aussi une législation. Mais je pense qu'il y a un frein pour le développement du commerce équitable et de croire que le marché, comme j'ai dit avant, va trouver la solution à tout et va nous permettre d'arriver à nos objectifs. Et c'est pas le cas. Parce qu'en fait, quand on voit le fast fashion, par exemple, ou quand on voit la mauvaise bouffe, ils sont plus compétitifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les coûts d'externalité sont portés par d'autres. C'est plus cher de produire d'une façon équitable. Et donc, en fait, c'est ça le problème de base. Et il faut rééquilibrer, en fait, cette paradoxe. Si on veut soutenir le commerce équitable et d'autres initiatives de durabilité, il faut mettre en place des mesures à la hauteur du problème pour contrebalancer ce problème dont je viens de parler. Et donc, les États, partout dans le monde d'ailleurs, ont, à notre avis, une responsabilité de mettre en place des politiques publiques de fiscalité, marché public et d'autres
pour justement soutenir ce genre de filière. Alors ça me permet de faire une transition directe avec vos propositions, puisque l'idée, vous allez le voir durant ces tables rondes, c'est d'aboutir à chaque fois à des propositions concrètes qui vont d'ailleurs vous être soumises au vote pour voir celles qui vous intéressent le plus et qui vous séduisent le plus. Alors du coup, Issa Somandé, quelles sont vos propositions pour que le commerce équitable change d'échelle ? Ma proposition va s'adresser à 3 entités. D'abord aux consommateurs. Je ferai un appel aux consommateurs, leur disant de consommer équitable, parce que cette consommation permettra de sauver l'environnement et de sauver aussi des vies. Mon deuxième appel, c'est à l'encontre avec les exportateurs, les grandes surfaces, d'augmenter les commandes. S'ils augmentent les commandes, ça peut encourager les producteurs à y aller, à produire commerce équitable, à pouvoir vendre commerce équitable, aussi à soutenir les organisations de producteurs, à pouvoir renforcer leurs capacités. Et comme on l'a dit, il y a les questions de certification des documents, à renforcer leurs capacités, à pouvoir connaître les exigences du marché pour pouvoir produire en tenant compte de ces exigences-là. Ma troisième recommandation, appel, c'est, je m'adresse à nos États, aux États du Nord et aux États du Sud, afin qu'ils puissent avoir un allègement au niveau des taxes pour ceux qui importent et exportent les produits du commerce équitable. Là, ça pourrait un peu... parce que ceux qui vendent du conventionnel, ceux qui ne font pas du commerce équitable, paient moins cher, ils vont venir vendre moins cher. En même temps, ils paient les mêmes taxes que ceux qui font du commerce équitable. Donc, s'il y a cet avantage pour ceux qui importent et exportent les produits du commerce équitable, je pense que ça pourra équilibrer les choses pour leur permettre de mieux vendre au profit de tout le monde. Merci. Arthur Gauthier, pour vous, qu'est-ce qui ferait changer le commerce équitable d'échelle ? Eh bien, on a parlé de ce frein, de ce biais concurrentiel. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a bien souvent des acteurs qui sont intéressés, qui aimeraient bien aller vers cette démarche, mais qui ont peur de subir ce problème de concurrence, qui disent que si je suis le seul à y aller et les autres ils continuent à importer des produits pas chers, bah moi je vais me faire avoir, je vais perdre des parts de marché. Il y a des initiatives très intéressantes, on l'a vu chez Monoprix, de basculer des rayons entiers. Nous on pense que ce serait quelque chose à généraliser, basculer des rayons entiers à 100% en commerce équitable, en commençant par les filières les plus problématiques, les plus inéquitables. On pense évidemment au café et au cacao. Ça s'est vu dans d'autres pays, ça s'est vu chez d'autres distributeurs. On sait que ça a de l'impact. On pense que ça en aurait. Christophe Audouin. Oui, je suis en train de réaliser que je suis allé un peu plus vite que la musique tout à l'heure, parce que j'ai parlé des freins et de la solution. mais pour résumer, une chaîne de valeur a la solidité de son maillon le plus faible, hein, comme on dit souvent. Et le maillon le plus faible aujourd'hui dans la chaîne de valeur, c'est la relation entre transformateur et distributeur. Et donc, la solution pour lever les freins et pour encourager d'autres transformateurs, que ce soit pour de la contractualisation France ou Nord-Sud, c'est de rêver, au-delà de la commercialisation de produits équitables plus importante chez les distributeurs, d'avoir une certification équitable pour la relation entre le distributeur et l'agriculteur quand c'est direct, ou l'organisation de producteurs, et le transformateur quand c'est avec un niveau intermédiaire. Karine Viel. Alors moi, je rajouterais aussi un volet pour encourager la demande sur la pédagogie, l'information, la sensibilisation des consommateurs. Aujourd'hui, on est quand même tous un peu perdus. Il y a beaucoup de labels, beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de labels équitables. Il faut s'y retrouver. Il y a des labels bio, il y a toutes sortes de labels de produits locaux. Il y a des scorings qui sont en train d'arriver. On a un Nutri-Score, on a un Nova-Score qui mesure le taux de transformation des aliments. On a un Eco-Score ou un Planet-Score. On a des... Voilà. Et on voit bien qu'en fait, les clients sont quand même perdus et que c'est très difficile de discerner aujourd'hui, de faire des choix éclairés. Donc je pense que voilà, il faut sans doute simplifier et de se poser la question de la visibilité, de la lisibilité de toutes ces allégations
qui font que, voilà, en fait, il faut redonner de la valeur à ces promesses-là, peut-être en simplifiant tout ce qu'on essaie de raconter à nos clients ou à nos consommateurs au sens Mais large. comment on peut simplifier ? Eh ben, alors peut-être en rassemblant sur une même bannière plusieurs types de labels. En fait, là, il y a une multiplication des labels privés qui se fait. Peut-être que, de toute façon, assez naturellement, ça va finir par se simplifier. De la même manière, sur tous ces scorings nutritionnels, environnementaux, je pense que voilà, il faut qu'on se pose la question, nous, en tant qu'acteurs, de quels sont ceux qui nous paraissent être les meilleures solutions pour nous aider, nous, à mieux construire nos offres et aussi encourager la transition agroécologique qu'on veut voir advenir et les pousser, faire le lobbying pour les solutions qui nous paraissent bonnes et puis ensuite les afficher, expliquer à nos clients sur les fiches produits Internet, en magasin, en rayon, via des brochures, des animations, voilà, les réseaux sociaux, tout ce qui nous permet de communiquer aujourd'hui et essayer de le faire collégialement aussi peut-être pour le coup aligner nos discours et que voilà, quand un consommateur fait ses clients dans une enseigne ou une autre, on lui raconte la même chose de façon avec les mêmes mots pour pas qu'il soit perdu. Serge Corbolan, quelles sont vos propositions pour faire changer le commerce équitable d'échelle ? Mais moi, je me préoccupe par le fait que depuis je pense aux petits producteurs du Sud, et je me rends compte qu'on demande chaque fois plus de normes au niveau, et ça soit privé, c'est public. Ce que je connais plus au niveau de l'Union européenne, comme je parlais, les règles de déforestation. Il y a des nouvelles règles de devoir de vigilance qui vont venir, qui vont parler de tout ce qu'il faut faire pour éviter aussi le travail des enfants. Tout ça, c'est des objectifs très légitimes et on soutient pleinement. Mais qui paye tout ça? Notre proposition, donc, est de soutenir, en fait, les coopératives de petits producteurs du Sud à tous les coûts d'adaptation à ces nouveaux critères qui viennent du marché européen. Et ça pourrait être fait de plusieurs façons. Mais une idée que je pose, c'est de, par exemple, le faire dans le cadre des initiatives sectorielles comme maintenant, qui commencent à se développer, comme maintenant l'initiative française pour le cacao durable, mais la même chose pour d'autres produits. On pourrait mettre un fonds ou géré par ces initiatives où l'État a aussi un rôle un peu de garant, où les sociétés sont invitées et demandées, pour faire partie en fait de cette initiative, à contribuer à un fonds qui n'est pas que pour les fournisseurs de cette société, mais en fait pour soutenir les producteurs de cette filière à faire face et s'adapter à toute cette panoplie de législation qui vient de l'Union européenne et qui va impliquer pour eux beaucoup de coûts. Merci beaucoup pour toutes ces propositions et ces échanges. Voilà maintenant le temps des questions des participants. Alors, je crois que vous avez pu les poser durant la conférence. Il me semble qu'elles vont être affichées là sur l'écran. Donc, on va regarder les questions qui sont arrivées. Alors, à quel point l'intégration des coûts sociétaux, externalités négatives dans les prix permettent de développer un commerce équitable ? Qui veut répondre à cette question ? Personne. Ben, nous voilà bien. Quand même, peut-être. Oui, Arthur Gauthier. En fait, c'est déjà ce que fait le commerce équitable, puisque le commerce équitable va payer un prix en fonction des coûts de production, va chercher à soutenir des modèles agricoles qui soient plus durables d'un point de vue sociétal et environnemental. Et donc, le commerce équitable, en payant ses bons prix, il prend en charge ces externalités négatives que ne prennent pas en charge les autres filières conventionnelles. C'est bien l'avancée significative déjà d'Egalim 1 qui le demandait, c'est-à-dire le fait d'être sur les coûts de production, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de demander beaucoup à nos agriculteurs a pour conséquence d'améliorer certes les pratiques, que ce soit sur biodiversité, carbone, sol, enfin, tout les bien-être animal, mais la conséquence de ça, c'est que les coûts de production augmentent. Et donc, si on prend cela en compte dans la façon d'acheter la matière première, alors on encourage encore l'amélioration de ces pratiques-là, c'est tout bon. Alors, comment mesurez-vous l'impact positif social sur vos producteurs partenaires ? Quels indicateurs pour s'assurer de l'augmentation de leur qualité de vie ?
Alors, Issa Kassomandé, peut-être. Comment est-ce que vous vous assurez que ça a vraiment un impact sur les producteurs? Oui, parce que nous partons d'un départ. Le producteur, avant et après, sa condition de vie n'est pas la même parce que il y a des producteurs qui, grâce au commerce équitable, arrivent à pouvoir... parce que quand nous parlons de pauvreté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se soigner, n'arrive pas à s'assurer les 3 repas quotidiens, n'arrive pas à scolariser ses enfants. Mais à travers ce commerce équitable, nous voyons qu'il y a des producteurs qui arrivent à assurer la scolarité de leurs enfants. Nous disons que c'est une amélioration des conditions de vie. Et même au niveau de l'utilisation, avec le commerce équitable, il y a une réduction de l'utilisation des produits chimiques sur l'environnement. Et nous nous sommes rendus compte qu'à un moment, il y avait un certain nombre d'espèces d'insectes qui disparaissaient, surtout les abeilles pour la production de miel. Mais avec le renforcement des capacités des producteurs sur les techniques culturelles, les bonnes techniques culturelles, en respectant les principes du commerce équitable, ces abeilles reviennent et les producteurs arrivent à produire leur miel et cela leur permet d'avoir un autre revenu. Et est-ce que vous arrivez à vérifier que la prime du commerce équitable aille bien jusqu'aux producteurs et ne s'arrête pas parfois au stade de la coopérative? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'avec la prime du commerce équitable, il y a des activités communautaires et sociales que les coopératives arrivent à mener et nous faisons le suivi de ces activités. Et nous rendons compte qu'il y a même des témoignages et des personnes qui ne sont même pas membres de ces coopératives qui sentent que ces primes-là leur arrivent à travers des activités communautaires. Christophe Audoin, vous vouliez dire? Ouais, c'est un sujet qui nous est cher. Il y a 2 niveaux de lecture pour évaluer l'augmentation de la qualité de vie. Il y en a un premier, mais qui est nécessaire, mais pas suffisant, qui est le niveau de rémunération. Et donc, regarder en permanence dans le coût de production la part qu'on intègre de la rémunération et du salaire de l'agriculteur et le mettre en face du prix vendu au transformateur, à la laiterie en l'occurrence, et être capable de voir s'il y a une bonne rémunération et si ensuite il y a une marge entre le coût de production et le prix vendu à l'éleveur. Ça, c'est le premier niveau de lecture, mais c'est pas suffisant. Qualité de vie, c'est pas que la rémunération. Chez nous, en fait, on a décidé, parmi les 3 indicateurs d'impact qu'on veut avoir par notre activité, au-delà des indicateurs financiers, qui ne sont pas suffisants, on a décidé de suivre les besoins fondamentaux de nos éleveurs dans la durée, comme justement une façon d'évaluer leurs conditions de vie et leur qualité de vie. Donc là, on est en train en ce moment, mais je pense qu'on en reparlera peut-être dans l'après-midi, d'effectuer une sorte de T0 pour savoir d'où on part, où on est, comment on est par rapport aux autres, et on va le suivre sur 5 ans pour voir si finalement cette relation équitable a un impact sur la qualité de vie de nos éleveurs, au-delà même de la rémunération. Et enfin, une question pour vous, Monsieur Somandé. Est-ce qu'il y a une demande pour des produits équitables au Burkina et est-ce que l'État burkinabé vous aide? Il faut dire que, comme je l'avais dit au début, actuellement, le commerce équitable, c'est nord-sud. Et au niveau du Burkina Faso, la demande n'est pas trop forte parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de produits qui sont certifiés équitables, qui sont toujours à la recherche du marché. Nous avons la mangue séchée, nous avons le cajou, nous avons le beurre de karité, etc. Tous ces produits-là sont énormément en demande de marché. Parce que le marché est vraiment très minime. Concernant l'État du Burkina Faso, disons que c'est un travail de plaidoyer que nous sommes, au sein de la plateforme que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour d'abord faire connaître le commerce équitable par nos États, et afin qu'ils puissent nous appuyer. En plus de ces plaidoyers, il y a des activités qui mobilisent le grand public que nous organisons, que nous appelons les journées du commerce équitable. Au niveau de Burkina Faso, nous avons fait la première édition, une deuxième édition en 2020. Et ces activités-là permettent au grand public de connaître ce que c'est le commerce équitable et aussi d'amener l'État à pouvoir mener des actions pour faire la promotion du commerce équitable. J'ai tantôt parlé des taxes et alléger les taxes au profit des exportateurs pour qu'ils puissent exporter
beaucoup de produits commerce équitable. Un autre plaidoyer que nous sommes en train de vouloir, que nous avons initié actuellement, c'est au niveau de la détaxation de la prime. Parce que, au niveau du sommet de l'État, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est le commerce équitable. Et donc, ils veulent imposer une taxe sur la prime sociale. Et nous leur disons, la prime sociale, c'est comme l'argent d'un projet. Ce n'est pas du bénéfice, ce n'est pas du profit, mais c'est pour mener des activités sociales, des activités communautaires. Merci. Je crois qu'Anne va nous rejoindre pour vous inciter à voter. Alors, vous allez dans quelques instants voir des propositions apparaître à l'écran, des leviers pour rendre le commerce équitable, pour développer le commerce équitable et le rendre plus efficace. Et en fait, vous allez pouvoir voter pour ces propositions par SMS, toujours, ce numéro-là, et en indiquant par SMS la lettre correspondant à la proposition qui vous semble la plus pertinente. Quel levier vous paraît le plus efficace pour développer le commerce équitable? Proposition 1, des droits de douane réduits pour les produits équitables. Proposition B, basculer des rayons avec 100% de référence équitable. Proposition C, des contrats miroirs équitables qui engagent les distributeurs. Proposition D, créer un fonds d'adaptation des producteurs aux normes de l'Union européenne. Et la dernière, rassembler sur une même bannière les différents labels. Alors je précise que ces leviers, ces propositions émanent des échanges qu'on a eus avec les intervenants. Là, ça arrive, on est à 64 votes, on peut grimper un peu. Mais sur tout l'écosystème normand, ce qu'on pense qu'en fait, ce qu'on fait, les incidents chez les autres. Et vous bossez avec des sociologues, J'en profite pour vous dire qu'après ce vote, on fera une petite pause de quelques minutes avant la deuxième table ronde. Je vois que ça continue, je n'ose pas trop arrêter. C'est intéressant, mais c'est des sujets de long terme qui sont énormes, quoi. Oui, on voit, il y a un petit compteur. Tant que tu peux pas, ouais. On va le suivre tous les ans, tu vois. Si les indicateurs évoluent. C'est en plus ultra intéressant sur le niveau de relation avec eux. Bon, alors qu'on est connus. Bon, allez, on y va? Il évolue beaucoup ton impact fournisseur ou c'est... D'éleveur. D'éleveur, quoi. Il grandit, quoi. On a 50. Et donc, proposition C. Qui l'emporte? Des contrats miroirs équitables qui engagent les distributeurs. Non, il n'y a plus qu'à, alors. Peut-être un mot de réaction? Oui, en conclusion, rapidement, donc comment vous réagissez chacun à ce vote? Christophe Audorin, donc c'est votre, c'est votre proposition qui a été retenue à près de 40%. Oui. Il n'y a plus qu'à, comme vous disiez. C'est encourageant. Ensuite, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc on n'est pas au bout. C'est compliqué. Ça fait des années, nous, qu'on essaye chaque année de lancer la discussion, épaulé par notre organisme certificateur qui est EcoCert. On n'y arrive pas. Donc, ça m'encourage encore un peu plus. Je sens qu'il y a quelque chose pour aller plus loin. Ça vous fait un argument, en tout cas, désormais. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir ou pas? Vous avez des choses à dire au sondage, aux résultats? Ma proposition a obtenu 24%. Ben oui, c'est pas mal. Vous êtes numéro 2. J'ai dit que
ça pourra m'encourager à initier avec la plateforme nationale du commerce équitable qui regroupe l'ensemble des organisations engagées commerce équitable, à pouvoir initier un plaidoyer auprès de nos gouvernants pour que nos voix soient entendues. Voilà. Donc là, il faut faire une photo de vous avec le résultat derrière pour commencer le plaidoyer là. Bon, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Comme vous l'a dit Anne, il y a une petite pause équitable, évidemment, et on se retrouve à midi pour une seconde table ronde où on parlera des consommateurs.